évidemment, on le fait à deux voix, puisque vous avez bien compris que Jean-Luc Laurent, président du mouvement républicain et citoyen au niveau national, est co-organisateur de ce week-end. Donc je lui laisse évidemment la parole et je la reprendrai après pour une question juste logistique. Merci. Merci Nora. Oui, cette introduction pour nos universités de rentrée de nos causes communes est à deux voix. Et s'il y a deux voix, vous verrez qu'il y a beaucoup de convergences et d'éléments communs que je vais également, comme Nora, aborder. Je voulais, Nora, te dire tout simplement que je suis content d'être à Marseille, puis je suis content de te retrouver, voilà, parce que il peut y avoir dans la vie politique des allers-retours, des évolutions, des pertes de vue, mais ce n'est que temporaire. Il y a toujours des moments de retrouvailles et je veux saluer ce moment de retrouvailles par rapport aux années de militantisme que nous avons passées dans une même organisation à l'époque. Je veux naturellement vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à l'université de rentrée de nos causes communes, que le courant, l'union et l'espoir, animé par Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann, le mouvement républicain et citoyen, co-organisent ensemble. Cette décision est intervenue dans le prolongement des rencontres débats que nous avons eues le 9 juin dernier au Palais du Luxembourg, avec des tables rondes qui se sont révélées passionnantes. Et tout ça n'est pas le fruit du hasard, c'est simplement les contacts, les discussions, la prise de conscience que seul, c'était un petit peu dommage d'agir, qu'il valait mieux, surtout lorsque l'on a des convergences très solides, que nous nous inscrivons dans ce que l'on doit appeler la gauche républicaine, eh bien, d'agir ensemble et pourquoi pas tenir ces rencontres le 9 juin, puis après décider de tenir nos universités de rentrée, non pas chacun dans notre coin, en nous rendant visite, en participant, mais d'organiser ces universités de rentrée ensemble pour que ça fasse sens dans le monde dans lequel nous sommes. Nous en profitons pour lancer la plateforme Nos Causes Communes, espace collaboratif de débat, d'échange, ouvert à toute la gauche. Alors, en ouvrant à mon tour nos universités de rentrée avec Emmanuel Morel, Marie-Noëlle Lienemann, Bastien Faudot, Catherine Coutard, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis, par leur implication militante, la tenue de ces universités de rentrée. Je voudrais qu'on les remercie, je les citerai: Élodie, Arnaud, Frédéric, Paul-Henri. Merci à vous pour l'énergie que vous avez mis à cette organisation et à ce bel accueil que nous avons sous un beau temps à Marseille, effectivement. Je veux aussi saluer le mouvement République et Socialisme qui n'a pu s'inscrire dans l'organisation commune de cette manifestation en raison d'un autre engagement, mais a tenu à être présent avec une délégation afin de témoigner non pas simplement de son soutien, de son intérêt, mais de son soutien. Merci à vous d'être présents. Je vous ai aperçu, mais on n'a pas pu encore se saluer. Salut à vous. Alors, chers camarades, après les rencontres du 9 juin, notre université de rentrée à Marseille, le lancement de la plateforme Nos Causes Communes, cela a pour objectif de poser les bases, dans la période qui vient, de l'action de la gauche républicaine, dont l'objectif doit être de reconstruire la gauche et de bâtir une alternative politique. Les débats proposés tout au long de nos universités de rentrée, avec la participation d'intervenants de qualité, venant d'horizons d'expériences, de parcours diversifiés. Et je veux saluer et remercier Bernard Thibault,
de sa participation qui va intervenir dans quelques instants à l'ouverture de nos travaux et nous livrer ses réflexions sur une question essentielle qui est la question du travail. Le travail aujourd'hui, le travail dans l'avenir, comment peut-on appréhender cette question qui à la fois est le travail à gauche, on dit que ça aliène, mais en même temps c'est facteur aussi d'émancipation, de confrontation, de capacité à prendre sa place dans la société. Je veux saluer aussi la présence de toute la gauche, avec des représentants d'Europe Écologie Les Verts pour nos universités de rentrée, de Génération, de la France Insoumise, de l'Union et l'Espoir, évidemment du MRC, du Parti Socialiste, du Parti Communiste, des radicaux de gauche et de République et Socialiste. Pour être précis, j'ai tenu à faire un ordre alphabétique. Merci à toutes ces organisations d'être présents. Leur présence, la qualité des interventions, les débats qui vont avoir lieu durant ces journées jusqu'à dimanche, j'en suis sûr, moi aussi, vont faire sens. Et je dirais même que j'ai l'impression, au regard des autres universités de rentrée, que cette université de rentrée de nos causes communes est l'événement de rentrée politique, car tout le monde s'y retrouve. Les questions qui sont posées et qui vont être abordées sont les questions qui concernent toute la gauche et l'avenir de la France. Et on peut se féliciter de la tenue avec d'ores et déjà une présence nombreuse, et je vous salue à nouveau. Oui, chers camarades, il faut bien le dire, l'heure est à la reconstruction. Et il y a urgence à ouvrir ce chantier. Plus rien ne sera jamais comme avant. Je le pense vraiment. En fait, plus rien ne doit être comme avant. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons appris. Nous avons une expérience. Et nous avons des choses à dire pour que ce qui s'est passé, et qu'on peut appeler la crise de la politique, mais aussi la crise de la gauche, trouve un débouché, une issue, une sortie par le haut. L'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République en juin 2017 est l'aboutissement de la fusion des libéraux de gauche et de droite qui va se poursuivre et va amplifier également les politiques appliquées depuis une trentaine d'années. Les choses sont désormais clairement posées. La gauche d'aujourd'hui et de demain ne pourra se définir qu'en opposition au programme et au modèle prôné par les néolibéraux, ce modèle qui isole les individus au lieu de les rapprocher, qui cloue au pilori les plus faibles au lieu de les protéger, qui détruit le lien social et les solidarités au lieu de les préserver. Un cycle politique s'est achevé en 2017. C'est le cycle qu'on appelle le cycle d'Épinay, ouvert en 1971, qui a réalisé l'union de la gauche sur la base d'un programme commun de gouvernement et permis l'alternance du 10 mai 1980. Ce cycle ouvert à Épinay s'est achevé. Et la force propulsive de ce cycle s'est épuisée. Le projet de la gauche a été conçu pendant une période qui correspondait aux 30 Glorieuses, avec pour leitmotiv la redistribution des richesses produites en période de croissance et de plein emploi, qui s'est heurtée à la crise de la désindustrialisation, du chômage de masse, dans un contexte de triomphe du libéralisme qui apparaît seul et est apparu seul dans les années 80, après l'effondrement de l'URSS, des deux blocs et du communisme. Oui, chers camarades, je pense que la fin du cycle d'Épinay, que nous constatons, eh bien cela ne doit pas ni nous surprendre ni nous inquiéter. Ce n'est pas la fin de l'histoire, n'en déplaise à Francis Fukuyama, qui affirmait que la fin de la guerre froide marquait la victoire du libéralisme sur les autres idéologies politiques. La gauche
a connu plusieurs cycles. Je pense notamment depuis 1905. Et la gauche a su se relever. Cela dépend de nous. Cela dépend des citoyens qui décident de s'engager et de prendre à bras le corps ces questions pour ouvrir une perspective de progrès, pour redresser la gauche et faire en sorte qu'elle puisse bâtir un programme de transformation sociale et rencontrer l'assentiment du peuple. De cette période doit demeurer la nécessité de l'union de la gauche par-delà les différentes sensibilités qui avait mis en marche sur la base d'un programme de formation sociale, et c'est cela qui doit nous inspirer encore et toujours, ici et maintenant. Oui, je voudrais à cet égard souligner et m'adresser à ceux qui, se réclamant de gauche, continuent à promouvoir l'idée qu'un compromis est possible avec le libéralisme, qu'un équilibre ou une synthèse est envisageable. Je veux leur dire, cessez de vous mentir, chers camarades. Ouvrez les yeux, regardez la réalité en face, telle qu'elle est, cette réalité. Et vous constaterez qu'il nous faut bâtir un nouveau rapport de force pour mettre un terme à cette course effrénée à la dérégulation et au moins-disant social. Car nos adversaires d'aujourd'hui sont installés au pouvoir, leurs mains, nous le voyons bien, chaque jour qui passe ne tremble pas. Emmanuel Macron est même galvanisé par la facilité déconcertante avec laquelle il a atomisé le champ politique et a pu imposer ses réformes depuis un an. Alors en cette rentrée, malgré la situation dégradée que connaît l'exécutif avec la pitoyable et révélatrice affaire Benalla, la démission de Nicolas Hulot, une croissance en berne, un budget très contraint pour respecter les engagements maastrichtiens de réduction de la dépense et de la dette publique, eh bien Emmanuel Macron vient d'annoncer au séminaire gouvernemental, voici quelques jours, qu'il entend continuer sabre au clair. Déconstruction méthodique du droit du travail pour plaire au MEDEF et aussi à Bruxelles, austérité budgétaire, privatisation de la SNCF, pour satisfaire la Commission européenne, les marchés financiers. La liste est longue des réformes passées qui ont pour seule ambition de contenter ceux qui jouissent déjà de tant et tant de privilèges. Parlant de privilégiés, il faut dire, peut-être rabâcher, qu'il est intolérable de voir les écarts de revenus qui s'accentuent au bénéfice et qui s'envolent entre ceux qui bénéficient de cadeaux fiscaux avec la réforme fiscale, la suppression de l'ISF, et ceux qui voient leur pouvoir d'achat diminuer. Je pense notamment à la clause de limitation au maximum à 0,3% de revalorisation des minima sociaux, des allocations familiales et des traitements des fonctionnaires. Je pense à cet égard aux retraités, auxquels la ministre du Travail, je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration extravagante, pour ne pas dire insultante, de Muriel Pénicaud, qui ose dire que les retraités qui perdent jusqu'à 800 € par an doivent le faire par solidarité intergénérationnelle. Quand on voit toutes les inégalités, il y a vraiment de quoi s'insurger. Il fallait oser le dire. Alors ne nous y trompons pas, c'est l'héritage du Conseil national de la résistance, qui est au fondement même de notre pacte social depuis près de 80 ans, qu'Emmanuel Macron et son gouvernement entendent reléguer aux poubelles de l'histoire pour contenter son électorat, mais aussi ses soutiens qui ont soif d'un État réduit au strict minimum qui doit être au service du libéralisme. Nous ne pouvons évidemment laisser mener un tel projet sans réagir. Mais surtout, nous ne pouvons laisser s'installer une mélodie doucereuse qu'on a déjà entendue dans le passé du « There is no alternative ». Cette mélodie doucereuse, thatchérienne, qui est reprise maintenant à la mode macronienne.
C'est une idée mortifère, désespérante pour nos concitoyens, qui conduit inéluctablement à ce concert de la démocratie qu'on peut nommer l'apathie. La politique libérale d'Emmanuel Macron nous oblige, chers camarades, je le crois fortement, à ne pas être des spectateurs ou des commentateurs, mais à être des acteurs. La gauche doit s'opposer à cette politique, mais elle doit proposer un projet. Je veux citer quelqu'un qui n'est plus parmi nous, Didier Mottchan, qui dans son dernier écrit disait « La gauche ne peut se définir uniquement contre la droite ». Notre responsabilité, chers camarades, est de tout faire pour bâtir une alternative et reconstruire la gauche. Cela suppose que la gauche décide de ce qu'elle est, se définisse, dise son sens, son projet. Alors nous devons d'abord porter un discours de déconstruction, évidemment, de cette foi aveugle dans les vertus et les bienfaits soi-disant du marché et montrer l'inanité du dogme de la concurrence débridée qui devrait mener, comme par magie, au mieux-être collectif, car nos concitoyens sont las de ce discours auquel ils ne croient plus et qui n'est que le cache-sexe d'un modèle économique absurde. Notre tâche ensuite n'est pas de bâtir simplement, je le disais, un projet qui soit une simple coalition des contre la politique qui se mène, une coalition des mécontents. Nous devons proposer une alternative radicale aux politiques libérales qui sont menées depuis tant d'années par ceux qui ont aujourd'hui trouvé leur maître en la personne d'Emmanuel Macron. Nous devons préparer une alternative qui ne soit pas une simple alternance. Cela implique d'abord de nous rencontrer à gauche, de débattre, d'établir des convergences, de porter un diagnostic, d'analyser lucidement la réalité de notre situation politique, économique, sociale, écologique, pour rechercher des convergences et fixer, en tout cas c'est le sens de cette proposition, des orientations communes. Ce débat doit être conduit avec la volonté d'aller au fond des choses. Et de ce point de vue, il faudra bien décomplexer la gauche, s'affranchir des tabous des uns et puis des totems des autres, pour tracer une perspective nouvelle. C'est ce que nous proposons d'engager ici à Marseille, le 15 septembre prochain. C'est une date qu'il ne faut pas oublier. Nous célébrerons le 10e anniversaire de la chute de Lehman Brothers. Vous savez, cette Armageddon de la finance internationale qui a fait plonger l'économie mondiale en une nuit. Et contrairement à ce qui a été dit et rabâché, nous ne sommes jamais vraiment sortis de cette crise majeure, avec des mesures qui permettent d'éviter une nouvelle crise. Ayant été député, ayant suivi la loi bancaire, un certain nombre de dispositifs, étant intervenu pour qu'il y ait une vraie prise en compte, je me rappelle des propos des différents ministres successifs, dont particulièrement Pierre Moscovici, commissaire européen, sur ce sujet, comme sur la taxe sur les transactions financières, le serpent de mer qui existe, sous couvert de coopération renforcée, ou bien d'une politique qui pourrait être mise en œuvre par la France seule, en taxant davantage les transactions financières. Eh bien, quand on parle de finance internationale, il faut avoir en tête que le cataclysme du 15 septembre 2008 devait marquer l'histoire, constituer un moment fondateur pour tous les progressistes. Il y a 30 ans, certains mettaient en garde contre les dangers inhérents à un modèle fondé sur le profit à tout prix. Naïvement, nous pensions que les responsables seraient mis en accusation, qu'ils reconnaîtraient leur erreur et que nous étions à l'aube d'une ère nouvelle de saine régulation imposée par des sommets internationaux ou des réunions de G20. Alternative économique titrait même en mai 2009 « La finance enfin mise au pas ».
quelle erreur quand on examine où nous en sommes. Eh bien, 10 ans plus tard, cette même idéologie influe encore et toujours au sein des grandes banques et des fonds d'investissement jusque dans les institutions internationales, l'Union européenne en tête. Et si j'évoque cette période, c'est pour parler de ce qui se passe en ce moment et de ce qu'on nous demande. Toute honte, bulle et turiféraire de ce modèle nous explique désormais que si la déflation nous guette, la faute en revient aux peuples qui sont des fainéants, des assistés, qui refusent de sacrifier leurs acquis sociaux pour contenter les actionnaires, ces véritables sachants et détenteurs des clés de notre économie. Non seulement en 10 ans, rien n'a changé, mais la situation s'est aggravée. Il y a un dicton qui dit que qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage. Et c'est l'État qu'on accuse désormais d'être un État obèse, avec des fonctionnaires trop payés, des administrations incompétentes, des services publics inefficaces. Après avoir été secouru par les États qui ont dû recourir à l'émission massive de dettes publiques pour sauver les banques, eh bien les marchés financiers demandent désormais aux mêmes États d'accepter l'inéluctabilité de leur propre démantèlement pour cause d'excès de dette publique. C'est quand même assez incroyable. Alors oui, dans ces conditions, je crois que la promesse républicaine, qui est inachevée, ce creuset qui transforme les individus en citoyens liés par un destin commun, est plus que jamais la contre-proposition que nous devons formuler et adresser à nos adversaires. La République n'est ni un souvenir, ni un vestige, mais bien la condition nécessaire de tout projet d'émancipation collective. Elle est à la fois le contenant comme régime politique et le contenu par son universalisme et les valeurs qui lui sont attachées. L'égalité comme condition tant de la liberté que de la fraternité, la laïcité comme garantie, parce que la République ne reconnaît que des citoyens qui sont égaux en droit et en devoir. Chers camarades, cet idéal humaniste, forgé au fil des siècles par l'histoire de notre nation, dans laquelle il s'enracine, a pour exigence le respect de l'expression démocratique des citoyens. Pas de république sans souveraineté populaire pleine et entière. C'est en remettant ainsi les choses à l'endroit que nous pourrons rebâtir un État social et protecteur. Cet État que nous appelons de nos vœux et que nos gouvernements successifs se sont évertués à démanteler à la demande de l'Union européenne qui se méfie autant de la République que de la nation. Pourtant, celle-ci est le cadre de la démocratie et plus encore de la volonté et de l'expression des peuples. Alors le premier signal que nous devons donc envoyer est à l'Union européenne, et plus particulièrement à la Commission européenne, dont le projet politique, puisque c'est bien d'un projet politique dont il s'agit, est construit à rebours du sens de l'histoire, à rebours des peuples, avec pour seul idéal la toute-puissance des forces du marché. La gauche s'est condamnée, il faut le souligner, à l'impuissance et à l'échec en refusant de voir en face la réalité de la construction européenne depuis une trentaine d'années. La construction européenne, depuis l'acte unique, est devenue un mythe qui s'est substitué au projet de transformation sociale de la gauche. Libéralisation, déréglementation, austérité budgétaire, règles absurdes des 3%, primauté des traités et des normes européennes sur les normes nationales, monnaie surévaluée, les plus odieuses, les plus sauvages. Et la nouvelle opération de communication qui a lieu en ce moment à Marseille, à 2 pas d'ici, entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, ne changera pas cette réalité. Une autre voie, un autre projet, un redressement de l'Europe est urgent et nécessaire. Nous voulons l'Europe du progrès économique et social, l'Europe qui protège, l'Europe qui respecte les valeurs dont elle a hérité de l'histoire des peuples qui la composent, respect de la démocratie, respect des droits humains, respect des droits sociaux,
Et c'est parce que nous voulons une autre Europe que nous nous opposons aujourd'hui résolument à la politique de l'Union européenne qui met en cause notre souveraineté et a pour effet d'empêcher tout projet de transformation sociale. Vous connaissez la règle fixée en janvier 2015 après la victoire de Syriza en Grèce par Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Il avait énoncé qu'il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. C'est clair et net. Les peuples ne peuvent choisir que dans le respect des traités. Ils ne peuvent pas les changer. Et puis quoi encore? Autant dire que la démocratie et la souveraineté n'ont plus vraiment cours dans les pays de l'Union européenne. Eh bien, c'est cela qu'il nous faut rétablir. Alors, à tous les Eurobéats, nous devons adresser un message fort à l'occasion des élections européennes qui auront lieu en mai 2019 et empêcher cette bipartition mortifère que tentent d'installer les libéraux et les extrêmes droites entre faux progressistes et vrais nationalistes. La gauche, les gauches doivent parler, en tout cas, nous le souhaitons au MRC, d'une seule voix à cette occasion pour adresser un non à la politique qui est exigée par les institutions européennes, qu'Emmanuel Macron met avec tant d'ardeur à contenter, tout comme elle avait adressé un non clair aux réformes sur la Constitution européenne de 2005. Voilà pourquoi nous proposons et nous appelons à la constitution d'une liste d'union de la gauche qui rassemble le nom de gauche, mais aussi tous ceux qui ont compris à présent l'urgence d'une autre Europe. Chers camarades, la gauche dans son ensemble et surtout la gauche française est condamnée à l'échec tant que ses différents composants refuseront d'entamer un dialogue sérieux et constructif. C'est dans cette perspective que les organisateurs du colloque Gauche année zéro du 9 juin dernier, c'est-à-dire l'Union et l'Espoir, République et Socialistes, le mouvement républicain et citoyen, avaient énoncé 4 enjeux que je veux rappeler, car ils conditionnent, je crois, l'avenir et balisent bien le chemin qu'il nous faut emprunter et explorer. Le premier enjeu, c'est la souveraineté populaire, autre nom de la démocratie, aujourd'hui sous contrôle des oligarchies, de la finance et des multinationales. Le deuxième enjeu, c'est la planète et ses ressources, objet de prédation qui met en péril la biodiversité et les conditions de vie et de survie de l'humanité avec le changement climatique. Le troisième enjeu, c'est le travail et l'économie réelle, soumis aux exigences exorbitantes de la spéculation, de l'appropriation des richesses par une infime minorité. Et le quatrième enjeu, c'est la laïcité face au retour en force des réflexes identitaires, encouragés par l'affaiblissement des nations, des valeurs universalistes et le démantèlement des solidarités. C'est sur la base de ces 4 enjeux que nous voulons construire le débat avec toute la gauche et que nous organisons ces universités de rentrée, mais lançons aussi la plateforme Nos causes communes. Nos universités de rentrée sont organisées autour d'ateliers et de séances plénières qui sont destinées à favoriser, pour chacun d'entre vous, la réflexion, le débat, la confrontation à partir de nos analyses respectives, avec des représentants de toute la gauche et avec le concours d'intervenants extérieurs de qualité qui nous livreront leurs travaux sur chacun des sujets qui ont été inscrits à notre ordre du jour. Ces débats sont le seul et unique moyen pour parvenir à l'émergence de convergence. Et puisque au MUCEM, à Marseille, il y a de belles expositions que je vous conseille de voir en dehors des travaux de l'université de rentrée, je veux vous livrer cette citation, puisque j'ai visité hier l'UMUCEM, cette citation, en espérant ne pas me tromper sur la prononciation, de M. Al-Waiwai, sur la liberté. La liberté, dit-il, concerne notre droit de tout questionner. Eh bien, je pense que nous devons en faire usage au maximum, dans l'intérêt général, dans l'intérêt de la gauche, pour trouver les convergences, les solutions aux questions et aux problèmes qui nous sont posés.
C'est ce que nous vous invitons à faire lors de nos universités de rentrée. Vous avez pu prendre connaissance, et vous pouvez encore le faire, de cette plaquette qui vous a été remise, qui vous donnera toutes les informations utiles sur les thèmes, les problématiques, les intervenants, les lieux. Je veux vous encourager à en prendre connaissance. Je veux vous préciser aussi que vous retrouverez des extraits, puis des vidéos sur le Tweet Live, la page Facebook, la chaîne YouTube de nos causes communes. Enfin, un hashtag est à votre disposition, hashtag nos causes communes, pour communiquer, pour que vous puissiez partager, relayer, commenter sur les réseaux sociaux. Alors vous l'avez compris, on n'est pas dans une salle de spectacle où au début quelqu'un vous dit « Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à éteindre vos portables ». Je vous suggère juste de les mettre en silence pendant nos travaux et à les utiliser à bon escient pour relayer les messages, les interventions de nos travaux à l'université de nos causes communes. Je conclus. Ne nous leurrons pas, chers camarades, nous le savons bien. La tâche de la reconstruction de la gauche est immense. On peut même dire qu'elle est difficile. Mais j'ai confiance. J'ai confiance parce que notre force, c'est vous. Ce sont les citoyens. Parce que vous avez envie, et que les citoyens ont envie que ça bouge à gauche. Parce que vous avez envie de participer à la construction d'une alternative. À une alternative qui permette de mettre fin à la politique libérale d'Emmanuel Macron. Parce que vous avez envie de changer la gauche. Pas changer la gauche pour la changer, de changer la gauche pour la mettre enfin sur de bonnes bases. Ce qui est l'âme et l'action de notre militantisme aux uns et aux autres, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Alors oui, je crois que c'est une tâche passionnante et exaltante pour vous tous, pour tous les citoyens qui n'ont pas envie d'être condamnés à subir la potion libérale qu'Emmanuel Macron s'emploie à administrer au peuple français, qu'il qualifie, vous le savez, de Gaulois réfractaires. Eh bien, soyons des réfractaires. Pleinement. Disons-le. Adressons-nous aux citoyens. Portons un message d'espoir pour l'avenir. Les citoyens ont envie d'espoir, ont envie d'un débouché. Ils sont en attente. Alors donnons-leur cet espoir. J'ai la conviction, chers camarades, que la reconstruction de la gauche commence ici, ce week-end, à Marseille. Bons travaux, bonne université de rentrée. Merci, donc vous l'aurez compris, le programme étant chargé. Merci Jean-Luc de ce propos qui nous est finalement le fil conducteur de l'ensemble du week-end. Si ce n'est pas fait, les petits programmes sont à l'entrée. Pour ceux qui le souhaitent, et c'est presque normal, on va rester dans cette salle pour de suite accueillir la première table ronde de nos travaux du week-end. Il y aura une deuxième table ronde qui suivra ensuite. La première, évidemment, je vous demande d'accueillir Bernard Thibault et Patrick Kévouton pour le travail aujourd'hui dans le monde.